Aujourd'hui, je vais te parler de 3 erreurs à considérer lorsque tu t'entraînes si tu veux faire les choses correctement, pour éviter en fait de faire des bêtises. Mais avant tout ça, je voulais juste te rappeler que aujourd'hui, ce week-end, je suis en train de participer aux Demi-France Nord qui ont lieu à Troyes. Et si tout va bien, donc si je me qualifie pour les championnats de France, ça me permettra de démarrer ma série spéciale circuit fédéral de A à Z en partant des départementaux, des régionaux, des demi-France que je fais en fait actuellement. Je suis peut-être déjà même passé à l'heure actuelle où tu regardes cette vidéo, puis aux France qui auront lieu normalement, si je dis pas de conneries, à 3 semaines à partir du moment où tu regarderas cette vidéo. Donc pour en revenir au sujet de la vidéo, au niveau des 3 erreurs à considérer, la toute première, c'est celle de la notion de volume et d'intensité. Si tu veux, pour chaque séance, on doit avoir un mix de volume et d'intensité sur lesquels on va jouer. Ce sont deux leviers qui sont indépendants, je dirais, tu ne peux pas les dissocier l'un de l'autre, et ça va avoir un véritable impact sur ta fatigue, ton état de forme, et bref, tes entraînements de manière générale. Pour chaque séance, si tu as une grande intensité, faut le retenir, c'est une règle de base, il vaut mieux avoir un petit volume. Et vice-versa. Si tu fais beaucoup de volume, il vaut mieux avoir une faible intensité. De cette manière, tu vas pouvoir en fait moduler ton énergie de séance en séance. Et quand tu fais ça, ça va te permettre en fait de t'entraîner et d'avoir surtout une structure qui est plutôt cohérente. Lorsque tu fais un mix des deux, si tu fais beaucoup de volume, tu es surtout dans une phase de quantité. Donc tu vas essayer d'acquérir par exemple de l'endurance ou même du volume, une capacité d'entraînement pour les semaines et les mois qui vont suivre. Par contre, si tu cherches à faire beaucoup d'intensité, type séance de bloc ou séance même de force à doigts, admettons que tu veuilles développer ta force à doigts, force à bras, ce genre de choses, force contact, tu vas faire des séances très très courtes, donc des séances par exemple sur poutre, qui vont durer 40 minutes, avec l'échauffement inclus, grosso modo, sauf si tu vas vraiment un petit peu loin, mais ça dépassera jamais l'heure. On reste sur quelque chose de très qualitatif, donc tu peux voir que c'est vraiment très très court, moins d'une heure avec l'échauffement compris, donc faible intensité, petit volume, mais énorme intensité max, plus. À l'inverse, si tu vas faire des séances de volume, donc je vais parler des séances tarking très classiquement, ou des séances de grande voix, tu vois, en extérieur, ou même des séances de doublette, tu vas te retrouver à faire des séances qui vont durer 2 heures, 3 heures, et même plus des fois, hein. Ça peut vraiment être très très long, surtout sur les séances en extérieur, ou des séances plaisir. Mais l'intensité, elle va être moindre, ce qui va te permettre d'enchaîner plus facilement ce genre de séance, parce que l'erreur à faire en fait souvent, et que je vois régulièrement, c'est d'avoir une haute intensité et un haut volume dans ces séances. C'est pas un problème si tu le fais une fois. Une fois, c'est dans la semaine, c'est ok. Mais ça le devient à partir du moment où tu commences à enchaîner plusieurs séances à haute intensité et à haut volume. Moi, à titre personnel, tu vois, je fais des séances, souvent quand je vais en Belgique, par exemple, à Gand, là, régulièrement, je dirais une fois par semaine, je pars là-bas pour faire des séances de voix. Ces séances durent à peu près 7 heures, donc c'est très long en termes de volume, ça me fatigue nerveusement, souvent le lendemain, évidemment, c'est difficile, et évidemment, je ne vais pas retourner là-bas. De toute manière, je serais incapable de travailler à mon max en termes de niveau à vue. Là, c'est évidemment ce que je faisais pour préparer les demi-France, et c'est ce que je vais encore faire pour préparer les France, puisque les qualifs vont être d'un niveau supérieur à mon niveau à vue, ou équivalent, mais surtout supérieur. Donc tu vois, ça fait sens de travailler un petit peu spécifiquement ce genre de choses. Et puisqu'on est dans un niveau max, ça me demande beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop d'influx. C'est pas quelque chose que je peux faire tous les jours. Si tu as déjà participé à un contest ou une compétition, tu vois bien que ça tape, nerveusement, c'est quelque chose qui est difficile. Et même si tu fais pas de compète, quand tu fais des séances de bloc qui ont duré 3 heures, 4 heures, et il y en a qui font ça 5 heures, arrêtez, c'est vraiment... Déjà, c'est pas productif souvent, c'est plutôt un one-shot. Dans une optique d'entraînement structuré où on cherche à progresser, c'est vraiment, je dirais, la pire chose à faire. C'est bien de le faire ponctuellement pour une échéance ou pour un événement, quelque chose, une période de perf, typiquement, mais faut pas que ça devienne une habitude ou toutes les séances. Là, tu vas droit vers le mur, en fait, tu vas droit vers la blessure, parce que ça va mener à des problèmes de surentraînement, des problèmes peut-être de fatigue, et tu vas penser que tu es capable de t'entraîner aussi fort que la fois dernière, parce que si tu l'as fait une fois, tu es capable de le refaire une deuxième fois, mais en vrai, c'est pas du tout le cas. Il faut absolument éviter de tomber dans ce piège. En fait, si tu t'entraînes plusieurs fois dans la semaine, tu peux aménager et moduler ce volume et cette intensité selon plusieurs facteurs. On va prendre en compte le nombre de jours où tu t'entraînes dans la semaine, la fatigue du jour, parce que tu peux être très en forme un jour et très fatigué le second,
le nombre de séances donc, que tu vas faire. Est-ce que sur une journée, tu t'entraînes une fois, deux fois, trois fois, on ne sait pas. Et le nombre de repos qui est prévu. Est-ce que tu vas te reposer suffisamment entre tes séances? C'est pas la même chose d'enchaîner des séances en moins de 24 heures ou de prendre par exemple 48 heures, 72 heures d'une séance à l'autre. Et tout ça, ça va te permettre toi de moduler ce fameux volume et cette intensité. Maintenant, pour avoir un exemple de structure, moi, ce que j'aime bien faire, je dis pas que je le fais tout le temps, mais ça reste quelque chose de cohérent, un truc plutôt basique, tu peux pas te tromper, c'est faire une période de gros volume donc, et de faible intensité. Ici, on se focalise plutôt sur de la quantité, on cherche à entraîner son corps à encaisser une plus grande capacité de travail, et puis ensuite tu vas bifurquer sur une deuxième période, cette fois-ci de grosse intensité avec un faible volume, on va travailler de la qualité, typiquement pour un bloqueur, des essais dans des blocs limites, du travail de poutre ou du travail de bloc spécifique qui va mimer l'effort de ton projet. Enfin, tu vas avoir une troisième et dernière période qui mixe un peu des deux, qu'on pourrait appeler une période de performance, où là, tu vas faire autant de volume que d'intensité sur un moment donné, parce que tu vas essayer de réaliser ton projet, ta voix, ton bloc. En numéro 2, beaucoup de personnes font l'erreur de sous-estimer la mobilité et de manière plus générale la souplesse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en escalade, il y a une règle qui est la suivante, c'est que plus j'ai de solutions à disposition, parce que j'ai une amplitude de mouvement qui me permet d'atteindre ces solutions, plus je peux résoudre de problèmes. Évidemment, quand tu es en dalle, c'est le cas, ça l'est aussi en dévers, plus tu vas être capable de bouger ton corps dans l'espace et de trouver des positions, ou même d'adopter des positions, par exemple une lolotte, un talon au-dessus de ta tête, ce genre de choses, une ouverture de hanche qui te permet d'être complètement collé au mur, plus tu vas avoir de solutions et moins tu vas devoir forcer par rapport à quelqu'un qui lui sera limité dans ses options. Et ça peut faire la différence par exemple dans un enchaînement, surtout en voix, mais c'est également le cas en bloc. En voix beaucoup plus parce qu'il y a cette notion de fatigue, donc au bout d'un moment tu n'as juste plus l'opportunité d'utiliser ta force et donc tu vas devoir compenser par un placement. Et en bloc, tu peux retrouver également ça sur un mouvement qui te pose problème juste parce que tu n'as absolument pas le niveau pour faire ça. Tu peux pas par exemple faire une traction à un bras. Et là, il va être important, intéressant de trouver un placement avec une lolotte. Mais pour ça, il faut une certaine souplesse au niveau de ton bassin, au niveau du genou. Bref, la souplesse, ça te permet d'avoir plus de cordes à ton arc et donc de manière générale de forcer moins et d'avoir plus de possibilités. Maintenant, quand je te parle de souplesse et de mobilité, je parle de quoi ? Je parle principalement du bassin, des épaules, mais également de ta cheville. Le bassin, parce que lorsqu'on est en dalle, c'est très important de pouvoir ramener son centre de gravité proche du mur, mais également en dévers. Je te parle de la cheville parce que c'est très important, notamment en salle, en intérieur, pour faire des AD volumes. Plus tu vas être capable de baisser la cheville, plus tu vas avoir de surface en contact sur un volume. Et ça, c'est vachement important. Si ta cheville, c'est un bout de bois avec un angle à 90 degrés, je peux te dire que ça va être très galère. Et si jamais tu glisses très souvent sur les volumes, tu peux commencer à explorer cette piste. Bien souvent, ça peut être un problème de mobilité de hanche, de mobilité de cheville. Tu n'arrives pas à baisser la cheville et donc la surface de contact avec le volume et ta gomme est beaucoup moindre. Imagine ma cheville ici à 90 degrés, tu le vois ici, il y a vraiment le bout, donc mes orteils qui touchent le volume. Maintenant, si j'arrive à coller mon pied, donc là, on imagine, tu vois, que j'ai cette souplesse de cheville, je vais avoir beaucoup plus de friction, je vais pouvoir rester plus facilement sur le volume. Enfin, au niveau des épaules, pourquoi c'est important ? Déjà, tu as plus d'amplitude de mouvement, tu peux aller chercher des prises qui sont derrière toi, donc c'est important pour la dalle, c'est intéressant également en léger dévers, mais c'est aussi et surtout important pour les blessures. J'ai vu tellement de personnes se blesser parce qu'ils engageaient un mouvement où il y avait un jeté, quelque chose comme ça, et problème de mobilité d'épaule, en fait le mouvement allait dans une direction ou un angle qui ne plaisait pas à la coiffe des rotateurs, et hop, luxation de l'épaule. Ou pire, même un petit déchirement, ça arrive. Donc si tu veux pas te fracasser, si tu veux réussir, c'est pas le mot, mais t'as bien compris l'idée, si tu veux pas te blesser, essaye de faire ce genre d'exercice, travaille la souplesse de tes épaules, de tes chevilles et du bassin. Je pense que c'est un peu une bonne triade. Évidemment, l'idéal serait de travailler l'ensemble de tes articulations, mais si tu te focalises déjà sur ces trois-là, bassin, cheville, épaules, tu es plutôt sur la bonne voie. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le faire ? Idéalement, ce qui serait bien, c'est de faire 2 séances, je dirais, de mobilité. Attention à ne pas confondre avec la souplesse. La mobilité, très simplement, c'est l'amplitude de mouvement que tu peux atteindre par la seule force de ta volonté et de la contraction de tes muscles. Donc, typiquement, je vais essayer ici, là, la mobilité de mon poignet est de 90 degrés à peu près. Maintenant, si je te parle de souplesse, c'est l'amplitude maximale que tu peux atteindre passivement ou bien avec une aide extérieure. Donc là,
si j'appuie, tu vois, avec ma main, je peux descendre, je peux gagner 10-20 degrés. Maintenant, si j'essaye et que je la lâche, j'essaye, tu vois, c'est dur de descendre en bas. Par contre, si j'appuie, je gagne quelques degrés. Bah, c'est un peu la même chose pour ton bassin, pour ta cheville et pour tes épaules. Si jamais tu n'y arrives pas, à défaut, l'idéal ce serait d'avoir au moins une petite routine, tu vois, d'échauffement que tu peux faire qui va durer seulement 10 à 15 minutes, à faire 3 fois par semaine, ou bien, sans te prendre la tête, que tu intègres directement à chacun de tes échauffements. Comme ça, tu peux créer une habitude sans réellement, tu vois, dédier un moment de ta journée ou même dans ta semaine à ces exercices qui peuvent être difficiles à faire sur un quotidien, tu vois. Moi, je suis je suis bien placé pour le savoir, c'est pas évident. Je travaille beaucoup ma souplesse, toujours et encore, mais il y a des périodes où c'est plus simple de la travailler et il y en a d'autres où tu es moins discipliné. L'idéal, ce serait de trouver une routine qui te convienne pour que tu puisses la maintenir ad vitam aeternam. Parce qu'au-delà de l'escalade et d'avoir cette souplesse, cette mobilité, bref, être content pour grimper, ici, il est question de bien vieillir et de santé. On veut essayer de grimper le plus longtemps possible, mais aussi d'être le plus longtemps possible en bonne santé. Moi, j'ai pas envie d'être à 60 ans, 70 ans, de plus être capable de faire par exemple mes propres lacets. Ça, c'est un truc qui me terrifie, et c'est pour ça que la mobilité, j'en fais quand même, j'en fais assez régulièrement. C'est quelque chose d'important pour moi, pas que pour l'escalade. Enfin, troisième et dernière erreur sous-estimée ou mal compris, la force à doigts. Je parle de la force à doigts, mais de manière générale de la force et de ton niveau d'escalade. Il y a une différence entre ce que j'appelle le potentiel et la coordination. Le potentiel, c'est le niveau que tu as sur le papier, c'est le niveau théorique que tu peux avoir et que tu pourrais faire. Et la coordination, c'est un peu plutôt le niveau que tu as sur le mur, mais c'est le niveau réel, le concret. Les deux sont complémentaires, il ne faut pas voir ton potentiel comme quelque chose de décorrélé à ta coordination, ce que tu réalises, ton vrai niveau, parce que, en fait, ton potentiel, c'est quelque chose que tu vas améliorer à l'entraînement. Quand je dis l'entraînement, c'est tout ce qui va être sur poutre, sur des agrès, lors d'une préparation physique générale ou préparation physique spécifique. C'est ce qui va te permettre, en fait, admettons que tu aies un niveau concret de 7A. Ce niveau théorique, lorsque tu vas t'entraîner, grâce à ces agrès, cette poutre, cette préparation physique spécifique, tu vas pouvoir théoriquement atteindre le niveau 7C. On va monter les variables en se disant, ok, maintenant tu es capable théoriquement toujours de faire 7C. Ce qui suppose de bien grimper, de ne pas faire d'erreur, d'avoir l'endurance nécessaire, d'avoir l'engagement mental, les techniques, la tactique, bref, il y a toute une myriade de choses à faire, il y a pléthore d'opportunités et d'erreurs à travailler, enfin surtout d'erreurs à éviter. Mais lorsque tu arrives là, ça reste un niveau théorique. Maintenant, quand je te parle de niveau concret, ce niveau concret, ce potentiel, il vient se réaliser lorsque tu grimpes sur le mur. Lorsque tu grimpes sur le mur, par exemple, en tant que bloqueur, en faisant des blocs à sa limite, en voie, lorsque tu fais des voies après travail, et l'idée, ça va être à chaque fois d'augmenter son potentiel et de venir le réaliser. Donc, tu vois, il y a vraiment cette corrélation, tu ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Tu vas t'entraîner pour élever ce potentiel, et puis ensuite tu vas avoir cette fameuse phase de performance pour réaliser ce potentiel, de sorte à ce que l'écart entre ton potentiel et la réalité soit le plus fin possible. L'idée, souvent, lorsque tu t'entraînes pour développer ton potentiel, c'est de faire ce transfert que j'appelle dans le geste, qui va te permettre de réaliser son potentiel. Si par exemple sur la poutre tu es capable de tirer, 200% de ton poids de corps, donc bref, tu es capable de faire 9A ou à peu près 8B il me semble, dans les valeurs, ça reste sur le papier, c'est quelque chose de théorique. Maintenant, cette force à doigts, il te manque la coordination, parce que la force à doigts, tu l'as sur la poutre, mais sur la poutre, tu tires de haut en bas, donc de manière verticale. En réalité, quand tu es sur un mur, il y a toute une coordination musculaire à avoir au niveau de ton poignet, au niveau des lombricaux, bref, il y a toute une coordination musculaire à développer pendant que tu grimpes. Et ça, tu peux pas le développer sur la poutre, il faut grimper. C'est ce que j'appelle le transfert dans le geste. Et c'est le travail que tu as à faire lorsque tu as atteint un potentiel qui te satisfait, ou même à la fin d'un cycle, pour ensuite le réaliser et le concrétiser. Tout ça, ça va dépendre évidemment donc de tes objectifs. Il y a une différence entre par exemple le père de famille qui lui a sa vie de famille, qui va gérer du coup sa femme et ses enfants, qui a un travail très prenant, mais qui à côté de ça cherche à s'entraîner. Mais lui, il peut pas s'entraîner très souvent, maximum peut-être que 3 fois par semaine, et avec tout ça, il a des contraintes personnelles, par exemple géographiques, plus de 30 minutes de route à faire pour aller à sa salle, et donc 30 minutes de route pour le retour, ce qui lui fait plus d'une heure aller-retour 3 fois par semaine. Ça, souvent, c'est un gros frein pour l'entraînement, si tu veux réaliser concrètement ton niveau. Pour ces personnes-là, il sera peut-être plus adapté de faire des entraînements, tu vois, sur poutre,
qui leur permettent de s'entraîner de manière efficace, ciblée, dans un temps très restreint, pour ensuite peut-être réaliser ce potentiel quand ils auront plus le temps. Ce qui est donc différent je vais le prendre, c'est un exemple classique, mais de quelqu'un de plutôt jeune, qui vit seul, qui dédie 100% de son temps à la grimpe parce qu'il a le temps, les moyens. Donc pour lui, il est possible de grimper par exemple tous les jours et pas 3 fois par semaine. Et il peut par exemple aller à la salle parce que c'est un étudiant, il habite dans une grande ville, et aller très rapidement à la salle parce qu'elle est à 5 minutes de chez lui. On voit bien qu'on n'a pas les mêmes contraintes pour le père de famille et pour le jeune. Le jeune, lui, il va pouvoir faire de la poutre, mais peut-être en complément pour élever son potentiel. Mais son potentiel, il va le réaliser très très rapidement puisqu'il va pouvoir grimper fréquemment en salle, et il aura d'ailleurs intérêt à grimper en salle parce que l'escalade, ça reste un sport de mouvement avant tout, c'est pas un sport de chiffres, c'est pas un sport qui est très, je dirais comme de la natation limitée. C'est pas ce que j'ai dit, hein, ou comme de l'athlétisme, mais plutôt déterminé à l'entraînement. On sait déjà qui a gagné une compétition sur les chronos presque à l'entraînement, théoriquement. En escalade, on est vraiment quand même vachement plus sur cette notion d'incertitude. Donc tu ne peux pas réussir à grimper, il y a aussi des sensations à développer. Tu peux pas atteindre ce niveau seulement en t'entraînant en dehors du mur. À un moment donné, il faut venir à la salle, il faut faire le travail, il faut grimper sur le mur. Et donc rien que pour ça, la différence entre ce potentiel et cette coordination, elle est fondamentale. Les deux sont complémentaires, mais sont plus ou moins adaptés selon les contraintes d'une personne. Avec tout ça, on vient de faire le tour des 3 erreurs que je répète. Donc mixer l'intensité et le volume, ne pas se tromper, soit faire beaucoup de volume avec une faible intensité ou une haute intensité avec peu de volume, varier les phases entre beaucoup de volume et beaucoup d'intensité, puis faire un mix des deux lorsqu'on veut faire une phase de performance. En numéro 2, ne pas sous-estimer le travail de la mobilité d'un point de vue physique pour s'améliorer en escalade, mais aussi holistique en termes de santé. Se focaliser sur le bassin, la cheville et ensuite les épaules pour tout ce qui va être dalle, adhérence et surtout les blessures. Idéalement 2 fois semaine, 20 à 30 minutes si on est capable pour faire de la mobilité. Et si on n'a pas le temps, faire plutôt une routine de souplesse, 10 à 15 minutes dans la semaine si on a le temps, ou bien en début d'échauffement pour l'intégrer en tant que routine. Et enfin, je rappelle le dernier point, la différence entre le potentiel, ce qu'on fait en dehors du mur, que ce soit sur une poutre, des agrès ou en PPG, PPS, et ensuite la coordination, ce que tu réalises, ton niveau concret sur le mur lors de tes projets, soit en bloc, soit en voie. Écoute, ça m'a fait plaisir de te parler de tout ça. J'espère que ça se passe bien pour moi, tu vois, je me croise les doigts pour moi. Si jamais t'es arrivé jusque-là, je sais pas, commente peut-être compète pour me soutenir, ça me fera plaisir quand je lirai ça juste avant de partir, juste avant de passer sur ma voie. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, entraîne-toi bien, ciao.